Ma sœur adoptive m'a accusé de l'impensable, lors d'un dîner de famille. Ils m'ont jeté dehors, à l'âge de 17 ans. 10 ans plus tard, ils sont revenus, en suppliant. Je n'ai pas ouvert la porte. L'histoire d'aujourd'hui parle d'un gamin de 17 ans. Qui a été faussement accusé par sa propre sœur adoptive, devant toute sa famille. Lors d'un dîner avec 30 témoins. Son père lui a fracturé la mâchoire. Sa mère a dit aux flics, de l'embarquer. Son frère a craché sur sa chaussure. Et ça, ce n'était que la première nuit. Ce qui s'est passé au cours des 10 années suivantes. C'est l'un des arcs de survie et de vengeance les plus fous que j'ai jamais couverts sur cette chaîne. Ce gamin est passé de dormir dans sa voiture, derrière une station-service, à construire un empire que sa famille ne pourrait jamais toucher. Et quand ils sont finalement revenus en rampant, oh, vous allez vouloir entendre ce qu'il a dit. Allons-y. Ma sœur adoptive m'a accusé de l'impensable, lors d'un dîner de famille. Ils m'ont jeté dehors. À 17 ans. 10 ans plus tard, ils se sont pointés pour me supplier. Je n'ai pas ouvert la porte. Je m'appelle Nat, j'ai 27 ans, et il y a 10 ans, ma vie s'est arrêtée. Sans que je ne meure vraiment. Avant que je n'aborde la partie où mes propres parents sont apparus sur le pas de ma porte. En larmes, vous devez comprendre la nuit où ils m'ont mis à la porte. Parce que, sans ce contexte, rien de tout cela n'a de sens. J'avais 17 ans. C'était un samedi. Dans la maison des Ashford, les samedis étaient, en quelque sorte, une religion. Mes parents, Frank et Carol, étaient obsédés par l'image que la famille renvoyait aux autres. Nous n'étions pas juste une famille, nous étions comme une publicité ambulante. Pour la perfection banlieusarde. Papa était le genre pourvoyeur, s'assurant toujours que les voisins connaissent son salaire. Et ses investissements. Maman était l'hôtesse, le genre de femme qui pouvait faire cuire une tarte. Et faire des commérages sur 3 familles différentes, dans le même souffle. Ensuite, il y avait mon grand frère, Brian, qui était fondamentalement une photocopie de mon père. Mais sans la colonne vertébrale. Et enfin, il y avait Megan. Megan était ma sœur adoptive. Mes parents l'ont ramenée à la maison quand elle avait 8 ans, parce que, apparemment, le portrait de famille parfait avait besoin d'une fille, pour être complet. Elle avait 16 ans, ce soir-là. Pendant des années, c'est moi qui l'aidais avec ses devoirs de maths. C'est moi qui faisais fuir les gamins, qui se moquaient d'elle parce qu'elle était adoptée. J'étais le gars sûr, le gentil. Cette nuit-là devait être une célébration. L'anniversaire de mariage de mes parents. La maison était pleine à craquer. Des tantes, des oncles, des grands-parents, le pasteur local. Tous ceux qui comptaient, dans notre petite ville étouffante, étaient entassés dans la salle à manger. L'air sentait le roast beef hors de prix, et le parfum entêtant de ma mère. J'étais dans la cuisine, en train de remplir le seau à glace. Et je me sentais plutôt bien dans ma vie. J'avais des notes correctes, une petite amie nommée Tessa, que je croyais être l'amour de ma vie. Et un fonds pour l'université qui semblait enfin assez solide, pour me sortir de cet endroit. Je suis entré dans la salle à manger, et j'ai posé les glaçons sur le buffet. C'est là que j'ai remarqué Megan. Elle était assise au bout de la table, du côté des enfants, mais elle ne mangeait pas. Elle vibrait. C'est la seule façon dont je puisse le décrire. Ses mains agrippaient la nappe si fort, que ses jointures étaient blanches. Elle avait l'air pâle. Moite. Je me suis penché, et j'ai chuchoté, « Et, ça va ?» Elle a tressailli, comme si je l'avais brûlée. « Il faut que je le fasse », a-t-elle balbutié. Beaucoup trop fort. La pièce entière est devenue silencieuse. Mon père se tenait en bout de table, tenant un verre. « Ma chérie, qu'y a-t-il ? Tu veux porter un toast ?» 30 perdieux se sont tournés vers la jeune fille de 16 ans, qui tremblait sur sa chaise. Megan s'est levée. Elle a regardé maman. Elle a regardé papa. Puis, elle m'a regardé. Et j'ai vu quelque chose changer, sur son visage. Ce n'était plus de la peur. C'était du calcul. « J'ai besoin de vous dire quelque chose, à tous, a-t-elle dit,
la voix brisée. Vas-y, ma chérie, a roucoulé maman. Nous sommes tous en famille, ici. Je suis enceinte, a chuchoté Mégane. Le silence qui a suivi a été instantané, et suffocant. On pouvait entendre l'horloge grand-père tourner, dans le couloir. Le sourire de papa s'est figé. La main de maman est montée à son collier. Enceinte, a répété papa. Qui a fait ça? Et là, Mégane s'est mise à pleurer. Pas juste pleurer, elle sanglotait, les épaules soulevées, le visage enfoui dans ses mains. C'était une performance, digne d'une récompense. Il m'a forcé, a-t-elle gémi. J'ai dit non. J'ai dit qu'on ne devrait pas, mais il m'a forcé. La pièce a explosé. Mon oncle s'est levé. Qui? Donne-nous un nom. Elle a levé un doigt tremblant, et l'a pointé directement sur moi. C'était Nat, a-t-elle articulé difficilement. C'est Nat qui a fait ça. Je suis resté planté là, tenant une serviette. Mon cerveau a complètement court-circuité. J'ai regardé mon père, m'attendant à ce qu'il rie. M'attendant à ce qu'il dise, ne sois pas ridicule. Nat est ton frère. Mais il ne riait pas. Son visage avait pris une teinte violacée, que je n'avais jamais vue. Il a traversé la pièce en deux enjambées, et a balancé son poing. Son poing a percuté ma mâchoire. J'ai percuté le buffet. Le seau à glace, les verres. Tout s'est fracassé, sur le sol. Espèce d'animal, a hurlé papa, se tenant au-dessus de moi. J'ai reculé en rampant sur le parquet, crachant du sang. Papa, arrête. Je n'ai rien fait. Écoute-moi. Ne m'appelle pas comme ça, a-t-il craché. Tu n'as plus de père. Plus maintenant. J'ai regardé ma mère. Elle tenait Mégane, la berçant d'avant en arrière. J'ai plongé mon regard dans le sien. Maman, s'il te plaît. Tu me connais. Je ne ferai pas ça. Ses yeux étaient froids. Sortez-le de ma vue, a-t-elle sifflé. Appelez la police. Sortez ce monstre de ma maison. Mon frère, Brian, s'est avancé. Il m'a regardé sur le sol, en sang, entouré de verres brisés. Il ne m'a pas tendu la main. Il a craché sur ma chaussure. Quelques minutes plus tard, les flics étaient là. On m'a sorti menottée, on m'a fait défiler devant les voisins. Qui s'étaient rassemblés sur leur pelouse. En 10 minutes, j'étais passé du gamin avec un fond universitaire, et un avenir brillant. Au monstre du quartier. Attendez. C'est moi qui interviens, pas l'auteur. J'ai besoin que chacun d'entre vous comprenne ce qui vient de se passer. Cette fille a pointé du doigt, et cette famille est partie en mode procès des sorcières de Salem. Sans poser une seule question de suivi. Pas une. Papa n'a pas pris Nat à part. Maman n'a pas demandé de chronologie des faits. Brian, que je nomme officiellement Capitaine Salive, a craché sur le gamin. Au lieu d'utiliser 2 cellules grises. C'est une ambiance digne de Sa Majesté des Mouches, sauf que personne n'est coincé sur une île. Ils sont dans une salle à manger, avec du roast beef. Et ils ont quand même choisi la violence. Bref, ça empire. Accrochez-vous. Ils m'ont emmené au poste, dans une salle d'interrogatoire froide. Un miroir que je savais sans teint. Je suis resté assis là pendant des heures, la mâchoire lancinante. Ma chemise tachée de mon propre sang. L'inspecteur qui est entré, n'était pas agressif. Il avait juste l'air fatigué. Elle a 16 ans, fiston, a-t-il dit. Tu sais combien de temps tu risques de faire? Je ne l'ai pas fait, ai-je dit. Testez le bébé. Faites un test ADN. Vérifiez les dates. J'étais à un camp de foot. Il y a 3 mois. S'il vous plaît, enquêtez, c'est tout. Ils m'ont gardé pour la nuit. Mais voici le truc avec les accusations, sans preuve physique. Ils ne pouvaient pas me garder éternellement, sans chef d'inculpation. L'examen médico-légal n'a rien trouvé. La chronologie donnée par Mégane était bancale. Au matin,
ils m'ont laissé partir, en attendant la suite de l'enquête. Je suis sorti sous un soleil matinal aveuglant, avec une lèvre gonflée. Une chemise raide et ensanglantée, pas de téléphone, et pas d'argent. Je me suis dit, d'accord, j'ai juste besoin de rentrer à la maison. Et d'expliquer. Une fois que tout le monde se sera calmé, on trouvera une solution. J'étais un gamin stupide, et naïf. Je ne savais pas que ma vie, en tant que Ashford, était déjà terminée. J'ai marché 8 kilomètres, pour rentrer chez moi. Quand j'ai tourné dans ma rue, je me suis figé. Mes affaires étaient sur la pelouse, non pas emballées dans des cartons, mais éparpillées sur l'herbe mouillée, comme des ordures. Des vêtements, des trophées, des manuels scolaires, de la literie. Mon ordinateur portable était fracassé, l'écran brisé, gisant à côté de l'arroseur automatique. La porte d'entrée s'est ouverte, et mon père est sorti, tenant une batte de baseball. Il s'est tenu sur le porche, me regardant de haut, comme si j'étais un chien errant qui s'était égaré sur sa propriété. Je te l'ai dit, a-t-il lancé, d'un calme effrayant. Maintenant, tu n'es plus le bienvenu, ici. Papa, je veux juste mes clés et mon portefeuille, s'il te plaît. Tu n'as pas de clés, a-t-il dit. Et pour ce qui est de ton portefeuille, considère l'argent liquide à l'intérieur. Comme une indemnité de licenciement. J'ai trouvé mon portefeuille, dans la boue. 2 cents. C'était toute ma valeur nette. J'ai couru vers ma voiture, une vieille berline, que j'avais achetée avec l'argent d'un boulot d'été. Dieu merci, les clés étaient sur le contact. J'ai reculé hors de l'allée, regardant la maison une dernière fois. Mon père se tenait sur le porche, me regardant partir, comme un chien de garde, protégeant un château contre un virus. J'ai roulé. Je ne savais pas où j'allais. J'ai juste roulé, jusqu'à ce que la maison disparaisse. Je me suis garé sur le parking d'une station-service, 2 villes plus loin. Mes mains tremblaient tellement, que je ne pouvais pas tenir le volant. J'avais besoin d'entendre une voix amicale. J'avais besoin de Tessa. Mon portable était toujours avec les flics, alors j'ai utilisé la cabine téléphonique. J'ai composé son numéro, par cœur. Nat, a-t-elle halté, quand elle a décroché. Oh mon Dieu. Où es-tu? Je suis dans une station-service, ai-je dit. Tessa, tu dois me croire. Megan ment. Je ne l'ai jamais touchée. Je sais, a-t-elle chuchoté. Je te connais, Nat. Tu es le genre de gars qui pleure devant les films. Tu es le gars qui attrape les araignées et les met dehors. Je sais que tu n'as pas fait ça. Dieu merci, ai-je dit, appuyant mon front contre le métal froid, de la cabine téléphonique. Est-ce que je peux venir chez toi, juste pour une nuit? Silence. Mes parents, a-t-elle balbutié. Ils sont au courant de l'arrestation. Toute la ville le sait. C'est partout sur Facebook. Les gens disent que tu es un prédateur. Mais tu sais que je ne suis pas comme ça. Mon père a dit que si je te parle, il me coupe les vivres. A-t-elle pleuré? Il a dit qu'il ne paierait plus mes études. Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je ne peux pas perdre ma famille, Nat. Je suis désolé. S'il te plaît, n'appelle plus. Clic. Je suis retourné dans ma voiture. J'ai hurlé, jusqu'à m'en écorcher la gorge. J'ai martelé le volant, jusqu'à ce que mes jointures soient contusionnées. Puis, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour le gamin, qui s'était réveillé ce matin-là. En pensant à ses candidatures universitaires. Ce gamin était mort. J'ai repris la route, juste vers l'ouest. J'ai roulé, jusqu'au coucher du soleil. Pendant la semaine qui a suivi, j'ai vécu dans cette voiture. Des parkings de Walmart, des toilettes de station-service. Avec du papier essuie-tout marron et rugueux, des sandwichs au beurre de cacahuète. Les $200 se sont vite épuisés. Au 7e jour, j'étais dans une ville appelée Maplewood, à 3 États de là. Je mourais de faim. Pas le genre de faim, j'ai sauté le déjeuner.
mon estomac se contractait. Ma tête était légère, et flottait. Je sentais la sueur, et les vieux sièges de voiture. Ma voiture a toussé, et rendu l'âme. Pile au moment où je roulais sur le parking d'un restaurant délabré, appelé l'Anques Grill. En fait, revenons en arrière. J'ai oublié de mentionner cette partie. Ce n'est pas comme si j'avais choisi ce resto. La voiture est littéralement tombée en panne d'essence, sur le parking. Le destin, ou la malchance, je ne sais toujours pas. Je suis resté assis là, pendant 1 heure, à regarder les gens manger à travers la vitrine. Il y avait une affiche collée sur la vitre, écrite à la main, au marqueur noir. Recherche aide. Plongeur, payé en liquide. J'ai poussé la porte. Une clochette a tinté. Un homme était derrière le comptoir, une grosse barbe grise et un crâne chauve. Des avant-bras comme des jambonneaux. Il a levé les yeux, a scanné mes vêtements sales, mes mains tremblantes. On n'est pas un refuge, gamin, a-t-il grondé. Achète quelque chose, ou sors d'ici. J'ai vu l'affiche, ai-je dit d'une voix rauque. Pour le plongeur. Il s'est arrêté de nettoyer. Il a regardé l'affiche, puis m'a regardé à nouveau. T'as déjà fait la vaisselle, dans ta vie? Oui, monsieur. Je travaille dur. J'ai juste besoin d'un boulot. Il m'a dévisagé, pendant 1 minute inconfortable. Puis, il a tendu le bras sous le comptoir, et a sorti un panier de frites, et un hamburger. Qui ressemblait à une erreur de commande. Mange, a-t-il dit. Ensuite, tu laves. Si tu casses quoi que ce soit, je te casse. C'est comme ça que j'ai rencontré Hank. Et c'est le jour où Natasha Ford, du moins, l'ancienne version de moi, a véritablement disparu. Yo, temps mort. Pour les auditeurs, c'est moi, pas l'auteur. On peut parler de Hank, 1 seconde? Un routier entre avec un journal, montrant le visage de Nat. Il dit, c'est le gamin du journal. Et Hank regarde la photo, froisse tout le journal pour en faire une boule, le jette à la poubelle. Et lâche, il ne lui ressemble pas, à mon avis. Cet homme a choisi un plongeur, qu'il connaissait depuis 2 semaines. Plutôt que l'ensemble du système judiciaire. C'est une énergie de niveau Gandalf, mode vous ne passerez pas. Dirigé contre un routier qui mange des frites. Hank est le vrai MVP de toute cette histoire, et je n'accepterai aucune question à ce sujet. On avance. La cuisine du Anques Grill était brutale, et j'adorais ça. 12 heures par jour, les mains dans l'eau bouillante, à gratter la graisse sur des assiettes. Qui était sale depuis les années 80. J'avais mal au dos, les doigts fripés, et gercés. Mais pendant ces 12 heures, je n'avais pas besoin de penser. À la fin de ce premier service, Hank m'a lancé un trousseau de clés. Grogné, a-t-il grogné. Il y a un lit de camp. Ne fume pas. N'amène pas de filles. Ne vole pas. Le grenier était, en gros, un placard de rangement, avec une fenêtre, et un matelas sur le sol. Pour moi, ça ressemblait au Ritz. Au cours des mois suivants, Hank a commencé à m'apprendre des trucs. Il a vu que j'étais intelligent, et que je détestais rester assis à ne rien faire. Quand la chambre froide est tombée en panne, il n'a pas appelé de réparateur. Il m'a appelé, m'a montré le compresseur, les serpentins. J'ai commencé à lire des manuels, j'ai commencé à réparer les climatisations, la friteuse. La machine à glaçons. J'aimais les machines. Les machines ne mentaient pas. Si une machine était cassée, il y avait une raison. Et si vous suiviez la logique, vous pouviez la réparer. Les humains n'étaient pas comme ça. Un soir, après la fermeture, Hank a fait glisser une brochure, sur le comptoir. École des métiers, certification CVC, climatisation, ventilation, chauffage. Je ne peux pas, ai-je dit. Pas de diplôme, pas de carte d'identité que je puisse utiliser. Il a sorti une enveloppe. Ça, c'est ton salaire. Pour les 6 derniers mois. J'ai mis le surplus de côté. Utilise-le pour prendre un avocat. Fais un changement de nom. Arrête de te cacher. Nat.
construit quelque chose. J'ai ouvert l'enveloppe. Pleine d'argent liquide. Pourquoi, ai-je demandé, les yeux brûlants. Parce que, a dit Hank, en détournant le regard. Mon fils aurait eu ton âge, s'il n'avait pas et bien. S'il n'avait pas fait d'autre choix. Ne le gâche pas. J'ai étudié pour mon équivalence de diplôme, le soir, dans le grenier. J'ai obtenu ma certification, j'ai changé mon nom légalement, pour devenir Nat Sterling. Sterling était le nom de jeune fille de ma grand-mère, la seule personne de cette famille qui m'ait jamais montré un amour inconditionnel, avant de décéder. Je me reconstruisais, morceau par morceau. 5 ans ont passé. Je n'étais plus plongeur. J'étais technicien principal, pour une entreprise locale de CVC. J'avais mon propre appartement. Petit, mais il y avait un verrou sur la porte, et mon nom sur le bail. Séparé de tout ce que j'étais, avant. J'étais stable, pas riche, mais en sécurité. J'avais ce rituel, cependant. Chaque année, le jour de mon anniversaire, j'allais dans un cybercafé. Jamais mon propre ordinateur. La paranoïa est difficile à secouer. Et je les cherchais, sur Internet. C'était autodestructeur, et je le savais, mais j'avais besoin de savoir. Cette année-là, j'ai trouvé le profil Facebook de Meghan, en mode public. J'ai fait défiler la page, et mon souffle s'est coupé. Il y avait des photos d'une fête de bienvenue. Et là, au centre, il y avait Meghan, tenant une petite fille, d'environ 4 ans. La légende disait, « Joyeux 4e anniversaire à mon petit miracle, Sophie ». Mes parents étaient sur la photo. Papa souriait. Maman tenait le gâteau. Ils avaient l'air heureux. Ils avaient l'air parfaits. Les calculs m'ont frappé. Elle m'a accusé, quand elle avait 16 ans. Le bébé en avait 4. Ça voulait dire, qu'elle avait gardé l'enfant. Ça voulait dire, que mes parents jouaient les grands-parents, pour une gamine. Née du même mensonge qui m'avait détruit. Et un commentaire de mon frère Brian. La meilleure nièce de tous les temps. Heureux qu'on ait gardé le cercle fermé. Garder le cercle fermé. C'était leur code, pour dire qu'ils protégeaient le mensonge. Je me suis déconnecté, j'ai marché sous la pluie, et j'ai pris une décision. Je ne laisserai jamais ces gens, me blesser à nouveau. Je construirai quelque chose de si solide, que leur opinion sur moi n'aurait plus aucune importance. Attendez, attendez, attendez. Ces gens ont jeté leur propre fils, comme un sac poubelle. N'ont jamais ouvert une seule de ces lettres, et ensuite. Ils publient des photos de famille sur Facebook, comme si de rien n'était. C'est un comportement de méchant de Disney, enveloppé dans un gilet de banlieusard. Carole est là, dehors, tenant un gâteau d'anniversaire, avec les mêmes mains qu'elle a utilisées pour faire signe à son fils de dégager. Frank sourit pour la caméra, avec le même poing, avec lequel il a brisé la mâchoire d'un adolescent. Et Brian, avec son commentaire, gardez le cercle fermé. Frérot, le seul cercle que tu as gardé fermé, c'est le 9e cercle des mauvaises décisions. Préparez le popcorn, parce que la vérité est sur le point de s'écraser, comme une météore. Je me suis jeté à corps perdu, dans le travail. Chaque heure supplémentaire. Chaque boulot dans un vide sanitaire, dont personne ne voulait. Je mangeais des burritos de station-service, pour le déjeuner, la plupart du temps. Il y avait cet endroit, près d'un chantier, qui en faisait des bizarrement bons. Pour environ $2, ce qui est aléatoire, mais j'y pense encore, parfois. Finalement, j'ai assez économisé, j'ai contracté un petit prêt. Et j'ai fondé Sterling Heating & Air. Une seule camionnette, au début, puis 2, puis quelques autres. J'ai embauché des gars, qui avaient besoin d'une seconde chance. Mais qui étaient doués de leurs mains. Nous arrivions à l'heure. Nous ne surfacturions pas. Dans une ville pleine d'escrocs, faire réellement un travail honnête. C'était notre avantage concurrentiel. À 27 ans, j'avais une petite flotte de camions, une réceptionniste nommée Jess. Et une solide réputation. J'avais une maison, rien d'extravagant, mais elle avait une cour.
pour un chien que j'ai nommé Buster. J'avais réussi. Mais la victoire est solitaire. Je suis sorti avec quelques femmes, mais je les repoussais, à chaque fois. Dès que les choses devenaient sérieuses, dès qu'elles posaient des questions sur ma famille, je me renfermais. Je ne pouvais pas risquer d'avoir une autre Tessa. Puis, un mardi de novembre, pris au hasard, je m'en souviens. Parce que je venais de signer le plus gros contrat que Sterling ait jamais décroché. Un complexe commercial en centre-ville. Jess a fait sonner mon interphone. Sa voix semblait bizarre. C'est une femme, a-t-elle chuchoté. Elle dit s'appeler Tessa. Elle dit qu'elle a des informations sur votre famille. Elle dit qu'elle pleure. Le stylo que je tenais s'est cassé. Une rupture nette. L'encre a coulé, sur mon pouce. J'ai décroché le téléphone. C'est Sterling, ai-je dit. Vous avez 30 secondes. C'est Megan, a lâché Tessa, précipitamment. Elle a été arrêtée. Tout est fini. Les mensonges, tout. Elle est à la prison du comté. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pas du vol à l'étalage, a dit Tessa. Elle a recommencé. Elle a accusé quelqu'un d'autre. Un frisson glacial m'a parcouru la colonne vertébrale. Qui? Un homme nommé Grant Palmer, a dit Tessa. Un promoteur, plus âgé. Riche. Megan travaillait comme son assistante. Elle est allée aux ressources humaines. Elle est allée à la police, elle leur a dit qu'il s'était imposé à elle. Elle leur a dit qu'elle était enceinte. Même scénario, même performance, même larmes. Mais Grant n'était pas moi. Grant était prêt. Il avait des caméras dans son bureau, des enregistrements audio. Il avait la preuve que Megan lui avait fait des avances, qu'il l'avait repoussé. Et qu'elle avait menacé de le ruiner, comme elle avait ruiné son frère, s'il ne payait pas. Elle a dit ça, ai-je chuchoté. Elle a parlé de moi. Elle a été enregistrée en train de le dire, a confirmé Tessa. Quand la police a fait écouter la bande, Megan a craqué. Elle n'a pas seulement avoué avoir piégé Grant. Elle a tout avoué. Les inspecteurs ont ressorti mon vieux dossier. Ils l'ont pressé, sur ce schéma répétitif. Elle leur a parlé de cette nuit-là, à table. Elle leur a dit que je ne l'avais jamais touchée. Elle leur a dit que Sophie n'était pas de moi. Qui était le vrai père, ai-je demandé. Un type nommé Travis, a dit Tessa. Il avait 19 ans. Il a dit à Megan que si elle donnait son nom, il lui ferait du mal. Il a quitté la ville, le lendemain. Et j'étais là. Le frère qui aidait pour les devoirs. Le frère qui ne ripostait jamais. La cible sans risque. J'étais un bouclier, ai-je murmuré. Elle a transformé ma gentillesse en arme. Il y a eu un long silence. Puis, j'ai posé la question, qui comptait vraiment? Pourquoi appelles-tu, Tessa? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas il y a 5 ans? J'étais lâche, a-t-elle pleuré. Mes parents ont menacé de couper mes frais de scolarité. J'ai choisi l'argent plutôt que la vérité. J'ai choisi le confort, plutôt que toi. Je dois vivre avec ça. Tous les jours. Oui, ai-je dit. Tu dois vivre avec. J'ai raccroché, avant qu'elle ne puisse dire au revoir. Je suis resté assis là, pendant un long moment. Le soleil s'est déplacé, sur le sol de mon bureau. Je n'ai pas bougé. Mon ordinateur a émis un bip. Un email. Puis un autre. Ensuite, mon téléphone s'est mis à vibrer. Le gros titre des infos locales hurlait. Une femme de la région arrêtée pour extorsion. Elle admet une machination longue d'une décennie. J'ai fait défiler les commentaires. Ce n'est pas la sœur de ce gamin qui a disparu? J'étais à l'école avec Nat. C'était un bon gars. Ça me rend malade. J'ai toujours pensé qu'il y avait un truc louche, dans son histoire. J'ai ri. Un aboiement sec, sans humour. Soudain, tout le monde était un expert.
Tout le monde avait toujours su. Où étaient ces gens, quand je dormais dans une Honda Civic? D'accord, stop. J'ai besoin d'aborder un point. Chaque personne, dans cette section des commentaires, qui dit « J'ai toujours su qu'il y avait un truc louche ». Non, tu ne savais pas. Tu as changé de trottoir, quand tu l'as vu. Tu as partagé la publication Facebook. Tu as verrouillé tes portes. Et maintenant, tu veux le mérite, pour un travail de détective que tu n'as absolument pas fait. C'est comme se pointer à la ligne d'arrivée d'un marathon, avec une médaille achetée sur Amazon. Tu n'as rien couru du tout. Tu as regardé. Mais bon, au moins, les pendules sont enfin à l'heure. Et devinez qui est sur le point de débarquer, avec un gratin et une histoire larmoyante? Si vous avez deviné maman, donnez-vous une étoile dorée. L'effondrement a été rapide. Les petites villes sont vicieuses, quand elles retournent leur veste. Les mêmes personnes qui m'avaient rejeté, ont braqué leur regard, sur mes parents. Papa a perdu son travail. Son entreprise ne voulait pas de la mauvaise pub, liée à l'emploi d'un homme. Qui avait aidé à piéger son propre gosse. Des rumeurs ont circulé, sur le mariage de Brian qui tombait en ruine. Sa femme n'aimait apparemment pas, être mariée à un lâche. Puis, ils ont débarqué. Maman, d'abord. Elle est venue à mon entrepôt, tenant un récipient Tupperware. Elle avait l'air toute petite. La femme qui régnait sur la salle à manger était voûtée, grisonnante. Je me tenais là, dans mes chaussures de sécurité et mon polo Sterling CVC, les bras croisés. C'est Nat Sterling, maintenant, ai-je dit, quand elle m'a appelé par mon ancien nom. Elle a tressailli. J'ai fait ton gratin de poulet préféré, a-t-elle dit, en soulevant le récipient. J'ai pensé que tu avais peut-être faim. L'absurdité de la situation m'a presque fait rire. 10 ans, et elle apporte un gratin. Je n'ai pas faim. Qu'est-ce que tu veux? Je veux m'excuser, a-t-elle pleuré. Nous ne savions pas. Elle nous a menti, à nous aussi. Nous étions des victimes, aussi. Des victimes? Je me suis approché. Tu as regardé papa me frapper. Tu m'as regardé saigner sur le sol. Tu ne m'as pas posé une seule question. Tu as jeté mes vêtements dans la boue. Ton père était tellement en colère, a-t-elle sangloté. J'avais peur. Tu n'avais pas peur, ai-je dit. Tu étais soulagé. Tu préférais le mensonge. Parce que c'était plus propre. Plus facile de me sacrifier. Que d'admettre que ta fille parfaite avait des défauts. Elle m'a supplié de rentrer à la maison. Elle a dit que papa n'allait pas bien. Je lui ai dit de prendre son gratin, et de partir. Je lui ai dit que si elle revenait, je déposerais une demande d'ordonnance d'éloignement. Elle a posé le Tupperware sur une caisse d'expédition, et s'est éloignée en sanglotant. Je l'ai jeté dans la benne à ordures. 2 jours plus tard, papa a débarqué. Pas de nourriture, juste de l'arrogance. Il a bousculé Jess, qui m'a dit plus tard, qu'il ne l'avait même pas regardé. Qu'il avait traversé la pièce tout droit, comme s'il était le patron des lieux. Et j'ai entendu le grabuge, depuis mon bureau. Il est entré, a regardé autour de lui le bureau, les récompenses sur le mur. Le parking plein de camions. Tu as bien réussi, a-t-il dit. Pas de « bonjour ». Pas de « désolé ». Juste une évaluation. Comme s'il visitait une propriété, qu'il pourrait acheter. Nous avons besoin que tu parles à Grande Palmère, a-t-il dit. Dis-lui de reculer. Le procès va nous ruiner. Il parle de prendre la maison. Nous avons perdu notre fille. À cause de la prison. Vous ne l'avez pas perdue, ai-je dit. Vous lui avez facilité la tâche. Nous avons fait une erreur, a-t-il dit, en claquant sa main sur mon bureau. Nous sommes humains. Les liens du sang sont sacrés. Je ne suis pas un Ashford, lui ai-je rappelé. Tu l'as dit, toi-même. Tu m'as effacé. J'ai appuyé sur l'interphone. Sécurité. J'ai un intrus dans le bureau de la direction. Veuillez le faire sortir. Il en a laissé tomber sa mâchoire.
Tu appelles la sécurité, pour ton père? Tu n'es pas mon père, ai-je dit, en le regardant droit dans les yeux. Mon père était un homme nommé Hank, qui tenait un resto. Et qui m'a appris comment être un homme. Tu n'es qu'un type, qui me doit une enfance. T'es un monstre de froideur, a-t-il craché, pendant que les gardes le faisaient sortir. J'ai appris des meilleurs, ai-je répondu. Une semaine plus tard, un carton est arrivé. Sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, il y avait des dizaines de lettres non ouvertes, celles que j'avais envoyées. Dans le premier mois qui a suivi mon renvoi. Les lettres où je les suppliais, de me croire. Où je leur disais que j'avais faim, et que j'avais froid. Ils les avaient gardées. Sans jamais en ouvrir une seule. J'ai pris la boîte, je l'ai emmenée à l'entrepôt, je l'ai jetée dans l'incinérateur. Et j'ai regardé mes mots désespérés d'adolescent, se transformer en cendres. Pause d'une seconde. Je veux que vous preniez vraiment le temps, de réfléchir à ce détail. Il a écrit des lettres manuscrites, désespérées, venant d'un gamin de 17 ans sans abri. Qui suppliait ses parents de le croire. Et ils les ont gardées dans une boîte, scellée pendant 10 ans. Sans jamais en ouvrir une. Ce n'est pas de la colère. Ce n'est pas du chagrin. C'est un niveau de détermination impitoyable à avoir tort. Que je ne pensais sincèrement pas possible, en dehors d'un drame judiciaire. Si cette famille était une série Netflix, elle serait annulée après une saison. Parce que le public dirait, Nan, personne n'est aussi sans cœur. Ce n'est pas réaliste. Sauf que, ça l'est. Et le dernier acte va vous frapper différemment. Croyez-moi. Dernière mise à jour. 3 mois après l'arrestation, j'ai reçu une lettre de Megan, depuis la prison. Elle voulait me voir. J'ai failli ne pas y aller, mais elle a mentionné Sophie, la petite fille. Et a dit qu'il y avait des choses que je ne savais pas. La curiosité est une malédiction. J'ai conduit 2 heures vers le nord, jusqu'à un établissement gris en béton. Posé au milieu d'un champ de maïs mort. J'ai passé la sécurité, je me suis assis à la cabine 4, derrière un plexiglas. Quand Megan est entrée, je l'ai à peine reconnue. Émaciée, les cheveux ternes tirés en arrière, dans un chignon strict. Elle avait l'air d'avoir 20 ans de plus, que ses 26 ans. Tu es venu, a-t-elle dit, à travers le téléphone. J'avais une après-midi de libre, ai-je menti. Parle. Elle m'a dit pourquoi elle m'avait choisi, moi. Travis, le vrai père, avait une arme. Il avait menacé de la blesser, si elle donnait son nom. Alors, elle a choisi la cible sûre, le gentil, celui dont elle pensait que ses parents géreraient le cas discrètement. Elle ne pensait pas qu'il me jetterait dehors. Elle a paniqué. Et une fois le mensonge lâché, tout le monde y a cru si vite, qu'elle n'a pas pu revenir en arrière. Je n'ai offert aucune compassion. Puis, elle a lâché la vraie bombe. C'est à propos de Sophie. Elle a dit qu'elle avait 10 ans, maintenant. Elle pose des questions sur son père, et sur maman et papa. Ils lui ont dit que tu étais son père. Que tu étais un homme méchant, qui m'avait fait du mal. Et qui s'était enfui. Ils lui ont montré ta photo de lycée. Elle te déteste. Nat. Elle pense que tu l'as abandonnée. Le sang a déserté mon visage. Il ne m'avait pas seulement effacé. Il m'avait transformé en croque-mitaine, pour une enfant innocente. Ils avaient empoisonné l'esprit d'une petite fille, pour se protéger. Je me suis levé. Tu vas leur dire, ai-je dit, la voix tremblante. S'ils ne disent pas la vérité à cette fille, chaque détail de la vérité. Je porterai plainte pour diffamation, si fort, qu'ils n'auront plus de maison où dormir. Elle ne pouvait pas aider. Elle était derrière les barreaux. C'était son problème. J'ai raccroché le combiné, je me suis levé, et je suis sorti sans me retourner. Les néons bourdonnaient, au-dessus de ma tête. Le garde m'a à peine jeté un regard. Je suis monté dans mon camion, je suis resté assis là, pendant 1 minute, à fixer les barbelés. Puis j'ai sorti mon téléphone, et j'ai appelé Grande Palmer. Je suis prêt, ai-je dit. Finissons avec ça.
Le procès civil a été rapide et brutal. L'équipe juridique de Grant était méticuleuse. Je me suis assis à la barre, et j'ai raconté mon histoire. Pour la première fois de ma vie, les gens étaient légalement obligés d'écouter. Mes parents étaient dans la salle. Papa avait perdu tellement de poids, que son costume flottait sur lui. Maman fixait le sol. Le verdict est tombé, implacable. Meghan a été jugée responsable des dommages. L'équipe de Grant a découvert la fraude financière que mes parents avaient commise. Pour couvrir ses frais de justice, des actifs cachés, des comptes vidés. Des saisies ont été placées sur la maison. Ils ont été dépouillés de tout. Mais la vraie justice a été rendue discrètement. Les services de protection de l'enfance ont enquêté sur les conditions de vie de Sophie. Il s'avère qu'élever un enfant, dans une maison bâtie sur des mensonges, n'est pas considéré comme sûr. La garde a été accordée à un parent éloigné de Travis, qui était quelqu'un de réellement décent. On allait dire la vérité à Sophie, pas par moi, mais par des gens qui pourraient réparer les dégâts correctement. J'ai rencontré Brooke environ 6 mois plus tard, une graphiste que j'ai embauchée pour refaire l'image de la flotte de l'entreprise. Elle est entrée dans la salle de conférence, en étalant des échantillons de logos. A replacé une mèche de cheveux noirs derrière son oreille, et a souri. « Vous devez être le gars qui a construit cet endroit », a-t-elle dit. « Je suis juste le gars qui répare la clim », ai-je répondu. Nous sommes allés dîner, ce soir-là. Je n'avais pas l'intention de tout lui dire, mais Brooke avait cette façon d'écouter. Une tranquillité qui vous donnait envie de remplir le silence. Elle ne m'a pas regardé avec pitié. Elle a tendu la main à travers la table, et a pris la mienne. Hank, maintenant à la retraite, et se plaignant de ses genoux, a emménagé dans la maison d'amis. Sur notre propriété. J'avais tout. Une entreprise, une femme qui m'aimait, une figure paternelle qui me respectait. Un chien qui m'adorait. Puis, l'épreuve finale. Mardi soir, presque minuit. Le téléphone vibre, sur la table de chevet. Numéro inconnu. Je le savais, d'une certaine manière. Je me suis glissé hors du lit, et je suis allé sur le balcon. C'était papa. Sa voix était une épave. Rauque, faible. C'est Frank, a-t-il dit. Il ne pouvait même plus s'appeler papa. Les médecins disent que c'est un stade 4. Le pancréas. Ça a été vite. J'ai peur, Nat. A-t-il chuchoté. L'arrogance avait disparu. Je ne veux pas mourir en sachant que tu me détestes. S'il te plaît. 5 minutes. J'ai besoin de t'entendre dire que tu me pardonnes. J'ai regardé le jardin derrière la maison, j'ai vu la lune se refléter sur la pelouse. J'ai vu la lumière allumée dans la maison d'amis, où Hank dormait, sain et sauf. J'ai pensé au garçon, qui crachait du sang sur le sol de la salle à manger. Aux nuits froides dans la Honda Civic, à Sophie, à qui l'on a menti pendant 10 ans. Voici le truc, avec le pardon. Les films vous disent que c'est pour vous, pas pour eux. Ils disent que vous devez pardonner pour guérir, mais parfois, le pardon, c'est juste donner la permission à quelqu'un de se sentir mieux après vous avoir détruit. Il voulait l'absolution. Il voulait que je lui lave les mains, pour qu'il puisse affronter ce qui allait suivre. Avec la conscience plus légère. Il voulait se servir de moi, une dernière fois. Frank, ai-je dit. Ma voix était calme, paisible, égale. Mon père dort dans la maison d'amis. Vous avez fait le mauvais numéro. J'ai mis fin à l'appel. J'ai bloqué le numéro. J'ai bloqué celui de maman, aussi. Je suis rentré à l'intérieur. Brooke s'est agité. C'était qui? Faux numéro, ai-je chuchoté, en me glissant dans le lit. Juste un appel de spam. Elle a murmuré, et s'est blottie contre mon torse. Je t'aime. Je t'aime aussi. La semaine suivante, j'ai lu la rubrique nécrologique. Frank Ashford, 62 ans. Les funérailles étaient privées. Je n'y suis pas allé.
Je n'ai pas envoyé de fleurs. À la place, j'ai pris ma journée. J'ai emmené Hank Brooke à un match de baseball. Nous avons mangé des hot dogs. Hank a mis de la moutarde dans sa barbe. Brooke a hurlé sur l'arbitre. Nous avons ri, jusqu'à en avoir mal aux côtes. Je les ai regardés. Hank, s'essuyant le visage avec une serviette. Brooke, acclamant un coup de circuit. Et j'ai compris quelque chose, autour de quoi je tournais, depuis des années. La biologie est un accident. La famille est un choix. Ils ont essayé de m'effacer. Ils ont essayé de me transformer en fantôme. Mais je ne suis pas un fantôme. Je suis un gars, qui a construit son propre monde, à partir de leurs cendres. Et dans ce monde, il n'y a pas de mensonge. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Brian. Aux dernières nouvelles, sa femme l'a quitté. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Certains fils, on les laisse juste pendre. Sophie grandit quelque part, apprenant la vérité, à son propre rythme. Megan est toujours derrière les barreaux. Et moi? Je suis assis sur mon porche, avec Buster à mes pieds, à regarder le soleil se coucher. Et pour la première fois en 10 ans, je ne regarde pas par-dessus mon épaule. Alors, auriez-vous répondu à cet appel? Écoutez, je ne vais pas prétendre que ce gars a tout géré parfaitement. Mais quand votre propre père vous brise la mâchoire, sans poser une seule question. Quand votre mère vous traite de monstre, vous ne devez pas à ces gens-là une visite avec un gratin. Et un câlin collectif 10 ans plus tard. Vous leur devez ce que Nat leur a donné. Rien. Cet appel de son père mourant, ce n'était pas de l'amour. C'était un homme qui essayait d'utiliser son fils comme un service de nettoyage spirituel. Une dernière fois. Et Nat a dit, Nan, mon père est dans la maison d'amis. Faux numéro. Cette phrase va rester dans ma tête, pendant un moment. Laissez vos avis, ci-dessous. Auriez-vous décroché? Et si vous n'êtes pas abonné, corrigez ça.